Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de cette belle température dehors au Québec. Mon nom est Mathieu Menet. Je suis le co-responsable de la fonction renforcement des capacités du réseau 1. Au nom du réseau 1, j'aimerais vous souhaiter le bienvenue à notre dernier webinaire du printemps 2016. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Etier, qui présentera sur l'utilisation des données des dossiers médicaux électroniques dans le cadre des systèmes de santé apprenants. Avant de commencer la présentation, je vais tout d'abord vous donner quelques petites consignes. Vous pouvez poser vos questions à Jean-François à la fin de la présentation de deux façons. Vous pouvez cliquer sur l'icône « Lever la main ». Puis, quand vous faites ça, on va ouvrir vos micros, puis on va vous permettre de poser votre question oralement à Jean-François. Puis, vous pouvez aussi, à n'importe quel moment, écrire votre question dans la boîte de questions. Et quand vous faites ça, à la fin de la présentation, je vais poser votre question à Jean-François. Puis, si on ne réussit pas à poser votre question lors de la présentation. Il n'y a souvent pas de problème. On va souvent envoyer les questions à Jean-François. C'est Daniel qui va les envoyer par courriel à la fin, après la présentation. Maintenant, je vais présenter Jean-François. Jean-François est professeur adjoint au département de médecine, service de médecine interne générale de l'Université de Sherbrooke. Il est également le directeur adjoint de la composante accès aux données de l'unité soutien du Québec. Dans le cadre de ses recherches, il s'intéresse aux méthodes innovantes supportant les systèmes de santé apprenants, ce qui inclut le développement d'approches unifiées pour les entrepôts de données du domaine biomédical, la mise en relation des données hétérogènes et le support du raisonnement ontologique pour l'analyse des données biomédicales et l'aide à la décision clinique. Sans plus tarder, on va prendre une minute pour changer de présentateur et je vais céder la parole à Jean-François. Merci d'être venu avec nous, Jean-François, puis bonne conférence à toutes. Merci Mathieu. Merci beaucoup pour l'introduction qui était des plus cordiales. Bonjour à tous. Comme Mathieu disait, je suis Jean-François Etier. Et puis, on m'a demandé, et puis ça m'a fait plaisir d'être là aujourd'hui pour le dernier webinaire, mais non le moindre, de vous présenter, de faire un tour d'horizon rapide sur les systèmes de santé apprenants. C'est particulièrement pertinent parce que c'est l'approche qui a été retenue par l'unité soutien au Québec pour l'accès aux données de première ligne. C'est aussi une approche qui a été retenue par certains centres régionaux, une approche qui va être développée dans le centre des réseaux SRAP canadien, diabète et complications ainsi que douleurs chroniques. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de regarder un petit peu les motivations pour la mise en place d'un système de santé apprenant. On va voir qu'est-ce que c'est et pourquoi on devrait s'orienter vers là. On va essayer d'identifier des bénéfices potentiels, particulièrement dans le cadre des activités de la première ligne, et voir aussi à travers quel genre de questions auxquelles on peut répondre dans le cadre d'un système de santé apprenant. Étant donné que c'est obligatoire, donc je ne déclare aucun conflit d'intérêt, sauf peut-être ma participation comme directeur adjoint de la composante accès aux données. Ce webinaire, c'est l'occasion un peu de regarder les systèmes de santé apprenants, mais à la fin, pour vos questions, on prend aussi l'occasion d'interagir avec la communauté des chercheurs en première ligne. Donc, vous pouvez, au niveau de l'accès aux données de l'unité soutien, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, soit sur l'unité en elle-même, donc l'accès aux données, soit sur les systèmes de santé apprenants, bien évidemment. Donc, c'est quoi un système de santé apprenant? En fait, c'est une approche qui a été développée au milieu des années 2000 par McGuinness et Friedman. On a débuté au début, c'était de la paillasse, beaucoup de recherches fondamentales. On s'est dit, il faudrait que ça change la vie des patients au final parce que ça ne donne pas grand-chose. Puis, on s'est aperçu rapidement que c'était difficile de faire passer des nouvelles découvertes vers le soin aux patients. Donc, on a développé le B2B, le Bench to Bedside, qui était vraiment unidirectionnel. Donc, c'était les chercheurs qui découvraient quelque chose à partir des connaissances scientifiques du moment, à partir des travaux sur la paillasse, et qui transféraient ça au niveau des soins aux patients.
Néanmoins, on s'est aperçu que ce qui fonctionnait vraiment, c'était une rétroaction. Puis non seulement ça, depuis le début des années 80 aux États-Unis, en Europe, puis ça s'en vient chez nous, on a largement informatisé les soins de santé. Et ces données-là, bien qu'utiles pour le soin aux patients, bien évidemment, et vous en êtes témoin probablement tous les jours en utilisant vos DNA, eh bien, c'est une source et une mine de données extraordinaire pour faire de la recherche, générer des hypothèses, et même plus, comme on le verra. Donc, lorsqu'on parle de système de santé apprenant, de Learning Healthcare System, on parle vraiment du couplage très, très, très proche de la livraison des soins de santé, des activités de recherche qui vont générer des données de recherche, de la traduction de ces données de recherche-là vers des connaissances. Et par la suite, ça inclut le bras de transfert des connaissances qui inclut l'aide à la décision, la pratique réflexive, les activités d'ailleurs, je me trouve aujourd'hui à Laval, donc qui sont une force définitive ici avec l'équipe de France Légaré qui fait un travail exceptionnel. Donc, vous voyez un peu, ça a l'air de quoi? Il y a aussi une flèche dans le milieu, on y reviendra, entre les données de recherche et les données de santé. C'est un sous-cycle qu'il faut prendre en compte, je pense, que les systèmes de santé apprenants permettent de prendre en compte et qui malheureusement ne l'est pas, puis je vous donnerai une petite anecdote à ce propos plus tard. Donc, maintenant que vous avez une petite idée conceptuellement, ça a l'air de quoi? La vraie question, c'est un peu, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on le fait déjà largement, on pense souvent aux études rétrospectives épidémiologiques, surtout dans le cadre des données médico-administratives. Vous êtes probablement plusieurs à utiliser les données de la RAMQ, de l'Institut de la statistique du Québec, peut-être même, pour aller en rétrospective et générer des hypothèses, des corrélations, des associations. En fait, les systèmes de santé apprenants, en incluant plusieurs sources de données, dont les dossiers médicaux électroniques, permettent de faire le même exercice, mais aller avec des données terrain. Donc, on n'est plus obligé de faire des cohortes prospectives, on est capable de le faire prospectivement, mais sans monter une cohorte particulière. C'est des données qui, bon, certains vont dire, sont moins clean, moins propres que des cohortes, ont peut-être des trous ici et là, mais en fait, c'est des données qui reflètent la vraie vie. C'est donc un terrain de jeu très intéressant pour les études pragmatiques. Et finalement, les systèmes de santé apprenants peuvent très bien se développer à travers plusieurs juridictions, on verra dans l'exemple de Transform. Et donc, le fait de le faire dans plusieurs milieux permet d'avoir des résultats qui sont probablement plus solides. On voit ici, en fait, Transform a refait l'étude qui a été présentée ici, qui était Goddard, qui a été faite en 2007, une étude qui a d'ailleurs coûté passablement d'argent, qui a été capable d'être refaite plus rapidement en Europe en 2014 en utilisant un système de santé apprenant qui a été construit. On entre dans la deuxième partie des études. On a parlé donc des études rétrospectives, mais aussi, moi j'aimerais parler aussi des études prospectives, faire des études prospectives randomisées dans les GMF, dans la première ligne, que ce soit GMF ou cabinet privé et ou autres structures. Ça présente des défis qui sont très, très particuliers. Dans les études hospitalières, on va souvent dans les grands centres universitaires, on sait qu'on a de la population, on a des cliniques qui sont très particulières, on a une clinique de diabète type 1, donc on va aller là. Dans la première ligne, c'est quelque chose qui est très particulier, vous le savez très bien, où on peut avoir plusieurs cliniques, en fait 2 cliniques qui sont à 2 coins de rue différents, et pour une même étude, il y en aura peut-être 3 sujets potentiels dans la première clinique et 120 dans la deuxième. Donc, les études de faisabilité pour les études randomisées en première ligne sont extrêmement importantes, et étant donné qu'on a la chance d'avoir des dossiers des DME connectés à la plateforme, on est capable de voir si on a assez de sujets et surtout peut-être où on voudrait aller. Ça nous permet de sortir de notre cercle où, après un certain moment, une espèce de réseau, des gens à qui on a travaillé, mais qui, pour un projet X, auront peut-être très peu de données, alors qu'une personne à qui on a moins travaillé, on n'est peut-être pas au courant qu'elle existe même, aurait un pool de sujets très intéressant. L'intérêt des études de faisabilité, ben, ça s'applique surtout aux études prospectives randomisées, mais les études rétrospectives aussi peuvent en bénéficier parce qu'à ce moment-là, tout ce qu'on reçoit, c'est des chiffres. Donc, on n'est pas obligé d'aller chercher l'étude et l'approbation d'un board d'éthique. On peut tout simplement commencer à voir, est-ce que je vais avoir les sujets dans le réseau pour faire mon étude rétrospective ou prospective et par la suite aller de l'avant en extrayant des données particulières ou en obtenant des consentements pour les études randomisées. Donc, une fois qu'on a dit oui, ça fonctionne, on a identifié des cliniques où on veut aller faire une étude, les systèmes de santé apprenants permettent de faire du recrutement semi-automatisé parce qu'encore une fois,
on a accès aux données du DME. Donc, à chaque patient qui passe en clinique, on peut analyser les données localement. Il n'y a aucune donnée qui sort. Le protocole de recherche, en fait, est distribué automatiquement dans chacune des cliniques. Et on peut, si on désire, le système est très flexible, faire en sorte que, en fait, lorsqu'un patient passe, on applique les différents critères d'éligibilité ou d'inclusion ou d'exclusion pour une étude. Et si un patient est potentiellement éligible, on peut faire apparaître de plusieurs façons une note au clinicien pour dire que ce patient-là est potentiellement éligible. Ça va d'un petit point rouge très discret à un pop-up. Et c'est vraiment configurable. L'avantage, c'est qu'on a plusieurs bonnes études maintenant qui nous montrent qu'il y a jusqu'à 64% des données utilisées dans les études cliniques qui sont déjà dans le dossier DME, qui ont déjà été collectées souvent lorsque l'événement est arrivé, et on se débarrasse de plusieurs biais, entre autres des biais de mémoire. Donc, ça permet un système qui est efficient, exhaustif, et qui permet de ne pas dépenser de ressources sur les patients pour lesquels on sait avec le dossier médical électronique qu'ils sont de toute façon pas éligibles. La méthode aujourd'hui, c'est d'avoir une infirmière qu'on va aller mettre dans un lieu de recherche, par exemple un GMF, et passer tous les dossiers. On voit qu'il y en a plusieurs qui ne sont probablement pas pertinents, mais elle ne le sait pas d'avance et elle doit tout les réviser avant d'aller de l'avant. Donc, je suis convaincu que, et ça a été démontré par le projet Transform, qu'un système de santé apprenant va permettre à la première ligne d'entrer de plein pied dans les études randomisées, contrôlées ou pas, et il y a plusieurs façons de les faire, bien évidemment. On est au niveau de la petite flèche vers laquelle je vous ai demandé de porter attention précédemment. Le retour, les systèmes de santé apprenant, étant donné que toutes les données qui transfèrent dans ce système-là sont exprimées de la même façon. Donc, on peut tous avoir des sources de données différentes, mais lorsque les données sont entrées dans le cycle, on les traduit. On les traduit d'une façon qui va faire en sorte que tout le monde les comprenne bien, sans ambiguïté, et ça permet un transfert de données entre les différents groupes qui est beaucoup plus simple. Je donne toujours le même exemple. Donc, je suis clinicien-chercheur en médecine interne. Je fais beaucoup de consultations à l'urgence, et ça m'est arrivé à un beau moment, un monsieur de 73 ans qui vient me voir et qui me dit « Docteur, vous voulez le traiter parce que j'ai une embolie pulmonaire. » Je dis « Puis vous savez ça comment, vous? » Et bien, au final, le monsieur faisait partie d'un protocole de recherche, avait des scans de dépistage, je ne sais pas si c'était de dépistage, mais en fait, d'évaluation à tous les 6 mois pour le cancer de la prostate. Et par hasard, on lui avait dit qu'il avait probablement une embolie pulmonaire. Néanmoins, malheureusement, je n'avais pas accès à ces données-là et j'ai dû repasser une scintille à ce patient-là parce qu'avant de le commettre avec une anticoagulation à long terme, je devais être certain du diagnostic. Donc, vous voyez qu'en termes de ressources et d'impact pour le patient, parce que c'est des radiations inutiles, c'est vraiment pas idéal. De la même façon, il y a toute la question de l'inertie médicale où c'est toujours difficile lorsqu'on ne voit pas des patients si régulièrement de se convaincre, par exemple, que le patient a de l'hypertension. Ils sont toujours à 145, 147, mais une fois, il était stressé par sa mère, l'autre fois, sa grand-mère est morte, puis l'autre fois, il a perdu son travail, mais à un moment donné, si on était capable d'avoir accès à toutes les tensions qui sont prises à travers les différents points pour un même patient, on s'apercevrait que la grand-mère du patient ne peut peut-être pas mourir 20 fois dans la même année. Ça nous donnerait beaucoup plus de points de données. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? En fait, on peut faire même de la nouvelle biologie. Donc, on s'est aperçu que les gens qui prenaient de la metformine et qui avaient pour le diabète et qui souffraient de cancer avaient une survie qui était de façon marquée meilleure que celle que des personnes qui n'en prenaient pas. Bien évidemment, ça reste de la génération d'hypothèses. Il y a plusieurs chercheurs présentement qui essaient de se pencher sur l'explication physiologique, biologique de ça. Mais donc, on a une plateforme en utilisant les données de première ligne, les données hospitalières, éventuellement les données omiques, une plateforme qui permet de générer des hypothèses pour lesquelles on ne serait pas capable d'avoir d'informations sans un système intégré comme ça. Particulièrement pertinent et les activités qui prennent vraiment le cycle au complet, on peut penser à la pratique réflexive où, en première étape, on doit avoir un bon état des lieux, donc avoir accès à nos propres données. On doit, une fois qu'on a identifié une problématique, voir comment on va vouloir la régler. On peut tester des hypothèses en prospectif. Et une fois qu'on s'est dit, oui, on a une bonne façon de changer les choses, ben, il faut encourager le changement, faire du transfert de connaissances, par de la décision, par des rapports qui seront envoyés aux cliniciens en première ligne. Donc,
Une fois que tout ça, on a réussi à faire tout ça avec l'aide de la décision, il faut voir si ça a fonctionné et le cycle recommence. Donc, les systèmes de santé apprenant, en fait, on voit qu'on utilise vraiment toutes les parties pour la pratique réflexive et c'est donc une plateforme qui est très efficace dans ce cadre-là. Finalement, bien évidemment, ça touche un peu la pratique réflexive, mais on peut y aller d'un niveau plus vaste au niveau vraiment du patient et de l'ensemble de l'environnement de soins. On sait qu'il y a beaucoup d'inertie médicale pour les lignes directrices, donc si on veut voir comment les patients sont traités, mais pas traités par un médecin, mais traités en général par le système, on est obligé d'aller voir un petit peu ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Par exemple, si on veut voir combien de patients prennent toujours des antiplaquettaires et pour quelles raisons, on voudra probablement prendre les données de la première ligne parce que les patients seront suivis là, les médicaments sont éventuellement represcrits là. On voudra des données des hôpitaux aussi, éventuellement peut-être des données provinciales, bien que ce soit des données de qualité qui sont peut-être un petit peu moins grandes au niveau clinique pur. Même chose au niveau, et ça c'est particulièrement important lorsqu'on parle des trajectoires de soins et qu'on les étire dans le temps. Si on vient, certains pourront dire que les antiplaquettaires, 12 mois, on aurait quand même pas mal d'informations au niveau hospitalier. En fait, on veut savoir dans 5 ans s'ils continuent à en prendre alors qu'il n'y avait pas besoin. Et de la même façon, si on veut voir les récurrences de cancer chez des patients après 10 ans qui peut-être décideront pas de se faire traiter, on a absolument besoin des données de la première ligne. Donc, comment on est capable de faire, et je vais passer rapidement parce que c'est vraiment pas l'idée d'avoir une présentation d'informatique, mais quand même, je pense que vous êtes probablement frotté à ces discussions-là un petit peu partout. Donc, comment on peut faire pour partager les données? Il y a la version pénible, ou pour le clinicien qui est plusieurs appels, on a utilisé largement le mode de l'esclavagisme et c'est pour ça que Dieu a inventé les résidents et les étudiants en médecine. Néanmoins, je ne suis pas certain que ce soit la vision de l'avenir. La problématique majeure pour une méthode manuelle, c'est que dès qu'on veut faire une petite modification, on est obligé de redépenser énormément de ressources et ça peut faire très mal. Ça peut faire en sorte qu'une hypothèse qui, dans sa première itération, n'est pas tout à fait à point, va être laissé tomber par manque de ressources, alors qu'une correction mineure a pu faire en sorte qu'on aurait trouvé quelque chose de très intéressant. Lorsqu'on parle donc des approches automatisées, on a 3 grandes façons de faire. La première chose, et vous en avez probablement entendu parler, c'est les entrepôts de données. Donc, on prend les données de tout le monde et on essaie de les copier à un endroit central. C'est quelque chose qui est vraiment problématique parce que, de un, on doit avoir le contrôle des données. De deux, moi, comme clinicien, je ne suis pas certain que c'est une idée extraordinaire que mes données s'en aillent quelque part sans que je sois au courant du pourquoi et du comment. Il y a une certaine réticence au niveau du patient, bien que ça ne soit pas aussi important que ce qu'on pense. Et au final, on se bute à des aspects pratico-pratiques parce que je pense qu'il n'y a personne qui va débattre du fait que de mettre toutes les données de santé complètes pour tout le monde au Québec dans une seule base de données, que ce soit une idée faisable, réalisable ou qui va fonctionner. Si on regarde des exemples récents de dépenses en santé pour des infrastructures de santé, peut-être qu'il y a des approches alternatives. L'approche alternative, c'est de dire, au lieu d'envoyer tout à la même place, chacun des grands ensembles, ça peut être les RUIS, ça pourrait être les CIUS aujourd'hui ou les CIS aujourd'hui, garde ces données, mais on les structure et on les code exactement de la même façon. Donc, si on veut poser une question dans plusieurs régions, on envoie la même question à chacun des dépôts, ils nous retournent les réponses à cette question-là, les met ensemble, puis on a notre réponse. Néanmoins, ça fonctionne particulièrement bien pour les réseaux de recherche parce que c'est des choses qui se planifient et les gens sont capables de faire ça en prospectif. Néanmoins, aujourd'hui, on sait qu'on a des sources de données qui sont extrêmement variées au Québec et dans le Canada et dans le reste du monde. Et donc, on n'est pas capable de se coordonner, de se pré-coordonner avant d'avoir accès aux données. Donc, pour ce qu'on veut faire, surtout en première ligne, c'est malheureusement pas une approche qui est faisable. Donc, qu'est-ce qui nous reste? En fait, c'est la médiation de données. Et c'est vraiment de faire des liens. On se dit, nous, on veut voir les données sous cet angle-là. Et on va aller faire des liens avec chacune des sources vers un modèle de base pour voir un peu comment on pourrait traduire une question générée vers chacune des sources et par la suite traduire chacune des réponses pour que lorsqu'on les représente à l'utilisateur, que ce soit un chercheur ou un clinicien, un administrateur, que les réponses soient homogènes et uniformes. Dans la vraie vie, ça va souvent être un mélange un petit peu de tout ça. Donc, dans un hôpital, dans un CIUS ou un CIS,
il y aura souvent, et probablement qu'il devra avoir un entrepôt de données. On a une myriade de logiciels, on a une myriade de systèmes, et ça reste une première étape importante de les harmoniser, ne serait-ce qu'au niveau de nos propres patients. J'attire votre attention sur le fait qu'on parle beaucoup de Cristanet ces jours-ci. Cristanet est un intégrateur, mais il reste qu'au final, il y aura des logiciels de pharmacie, des logiciels de pathologie, des logiciels de laboratoire, des logiciels de radiologie et toute la suite des autres logiciels. Donc, l'étape de l'entrepôt de données reste essentielle. Pour les réseaux de recherche, comme je le disais, une fédération peut certainement être intéressante. On peut d'ailleurs partir de l'entrepôt de données pour créer, pour un besoin de recherche bien particulier, un sous-ensemble. Et finalement, lorsqu'on veut vraiment partager des données à travers une échelle qui est significative, on n'a pas le choix d'aller et d'opter pour la médiation de données. Alors, pour parler de médiation de données, de système de santé apprenant, je pense que ça serait intéressant d'aller voir un exemple de projet, le projet qui s'appelle Transform, qui a été déployé en Europe, qui vient juste de se terminer, donc le 30 novembre 2015, un projet de 5 ans, financé à la hauteur quand même de plusieurs millions, c'est 6 millions d'euros sur 5 ans. Et l'idée, c'était d'améliorer la sécurité des patients, que ce soit au niveau de leurs soins, au niveau de leur présence dans la recherche, spécifiquement dans le contexte de la première ligne. Donc, ce n'était pas des grands instituts de recherche, ce n'était pas des hôpitaux, c'était spécifiquement pour la première ligne. Il y a 12 pays participants, il y avait, on les a vus précédemment, 3 grands axes de recherche, la recherche prospective, rétrospective et l'aide à la décision. Mais l'idée, c'était de s'assurer que le cœur de partage des données pour tout ça en soit un qui soit unique et unifié pour peu importe l'utilisation qu'on voudrait faire de la plateforme. Donc, comment ça fonctionne? En fait, on peut intégrer des registres et des sources de données d'un petit peu partout. Des données cliniques comme les DME. On peut éventuellement intégrer les hôpitaux, mais dans le cadre de Transform, c'était que des DME ou des registres de sources de première ligne. On peut aussi, parce que ça commence à émerger, intégrer des données génomiques, de protéomiques, donc toutes les omiques et des biobanques au niveau de la première ligne. Au Québec, on espère que ça va se développer, entre autres, avec les 2 instituts qui viennent de sortir. Ça ne veut pas dire d'avoir une biobanque que pour ces instituts-là, mais de faire en sorte que la recherche qui se déroule en première ligne ait aussi accès à ces informations-là, informations qui peuvent être importantes pour la poursuite de plusieurs projets. La plateforme a un fonctionnement qui est très flexible, sécuritaire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'étant donné que ce n'est pas un entrepôt de données, toutes les sources sont éventuellement connectées à la plateforme, mais les données restent localement. Et c'est à chaque fois qu'on a un projet bien particulier qu'on va demander un accès à ces données-là et les sources seront éventuellement libres de faire un filtrage manuel ou de dire, par exemple, je donne un accès à telle personne ou telle institution d'emblée et ils peuvent venir prendre des données au besoin. Mais encore une fois, ce n'est jamais un siphonnage complet d'une source. La question est exécutée localement et seulement que les réponses pertinentes qui sont transférées à la personne qui a posé la question. Donc, je pense que vous voyez que c'est beaucoup plus que des bases de données, c'est vraiment une infrastructure qui supporte entre autres le transfert à la décision. C'est des outils qui sont adaptés pour s'assurer que les chercheurs, les utilisateurs, les cliniciens et les administrateurs soient le plus autonomes possible. Et pour que ça fonctionne, bien évidemment, il faut une volonté politique importante, les autorités qui chapeautent un petit peu tout ça, mais aussi des gens qui font partie des différentes sources de données. Vous regarderez sur votre ordinateur, ce sera peut-être un peu petit, mais je pense que ça devrait être OK. Donc, je voulais rapidement aller au niveau conceptuel, voir qu'est-ce que ça pouvait avoir de l'air. Vous pouvez effacer ça de votre esprit si c'est quelque chose que vous trouvez trop loin, mais à gauche, en bleu complètement, on voit une figure qui montre un peu le genre de modèle. C'est très abstrait, mais lorsqu'on le présente aux utilisateurs, clairement, c'est quelque chose qui est un petit peu mieux défini, plus beau. Mais ce que ça dit vraiment, c'est que un patient peut avoir un sujet de recherche anonymisé. Le patient peut participer dans un processus diagnostique qui va avoir comme résultat bien particulier un diagnostic qui se termine le processus à un instant bien précis. Et ce processus diagnostique-là fait partie d'un processus de santé, de livraison de soins, qui peut être par exemple une visite, l'urgence et autres. Donc, c'est vraiment ce modèle-là qui est présenté aux utilisateurs de la plateforme et non le modèle traditionnel des tables, des champs et des codes qui sont, à toute fin pratique, inintelligibles pour plusieurs chercheurs qui ont de bonnes idées cliniques sans nécessairement avoir la connaissance technologique de chacune des sources.
On voit un peu plus à droite qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Donc, si je voulais les numéros de recherche des patients qui auraient eu, par exemple, un code, un diagnostic de diabète, à gauche, vous voyez GPRD, c'était la base de données qui était anglaise. À droite, vous voyez LPCT, c'est la base de données néerlandaise. Donc, on était capable d'un coup de poser la même question et en Angleterre et aux Pays-Bas. La personne qui pose sa question seulement qu'en fonction des blocs bleus. Donc, ça serait diagnostic égal et un code de diabète, peu importe la terminologie. Par exemple, la SIM10. Et la question est par la suite envoyée en Angleterre, aux Pays-Bas, et traduite. On voit que les structures, j'entrerai pas dans les détails, mais on voit que les structures sont différentes. Et une fois que les données sont reparties, ben, les données qui étaient codées avec la terminologie qu'on appelle Recode de la version V2 sont traduites en SIM10. Les données néerlandaises qui étaient traduites avec EPIC, qui étaient codées avec EPIC, sont aussi traduites en SIM10, ramenées dans le même format, et l'utilisateur peut utiliser les données de façon transparente sans savoir les détails technologiques de chacune des sources. C'est le même genre de choses qu'on veut déployer au Québec. On sait qu'on a plusieurs DME différents, et donc on voudrait faire en sorte que les gens soient capables d'extraire des données des DME sans avoir de connaissances intrinsèques du DME, ni avoir besoin de faire appel à Purkin, Jamnimed, à TELUS pour avoir accès à leurs propres données qui sont déjà là. Donc, ce qui est intéressant aussi, si vous pensez à la slide d'avant, on avait nos deux carrés bleus, sujets de recherche et diagnostic qui étaient codés ou en fait liés aux différentes sources de données, c'est qu'en suivant ces lignes-là, on peut facilement savoir quelles données se trouvent où, et donc vous pouvez savoir si vous allez avoir des données nécessaires pour vous poser la question que vous vous posez dans une clinique plutôt qu'une autre. Ça permet aussi des définitions qui sont explicites. On n'a pas été trop loin dans la figure pour ne pas la surcharger, mais on pense à un code de diabète qui serait le code E11. Ben, ça semble clair. Si je trouve le code E11, ça veut dire que mon patient, en fait, a du diabète. Mais c'est en fait pas tout à fait aussi clair, parce que lorsqu'on a le code E11, est-ce que c'est un code pour le patient ou ça veut en fait dire qu'un membre de la famille du patient souffre de diabète et ça fait donc partie de l'histoire familiale? Autre chose, est-ce que ce code-là est apparu comme code d'entrée à l'urgence, et on sait que c'est largement codé par les pauvres agents administratifs à l'urgence, et ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que c'est un diagnostic principal de sortie? Est-ce que c'est un diagnostic qui a été fait par un résident, un patron? Est-ce que c'est un diagnostic qui aurait été mis sur une requête radiologique pour justifier un test? Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs subtilités. Ça semble clair, on se dit, bon, code de diabète, on sait c'est quoi, mais sans un modèle, c'est la partie de gauche qui est très, très, très explicite, formelle et bien définie, que nous, qu'on appelle les ontologies, eh bien, ça devient très, très, très facile de se perdre, certainement lorsqu'on utilise plusieurs sources, et plusieurs sources qu'on connaît peut-être un peu moins bien. Les liens entre le modèle bleu et chacune des sources sont faits par les membres des sources, ceux qui connaissent très bien le contenu de leur base de données. Donc, je reviens rapidement sur le module prospectif parce que je pense que c'est vraiment une avancée essentielle pour la première ligne qui permet de faire du randomisé. Donc, vous pouvez créer un seul protocole une fois dans le standard qu'on appelle C10, qui est le standard qui est largement utilisé pour les études randomisées. Il sera déployé dans chacun des sites et utilisé automatiquement par la plateforme qui est déployée. Ça peut générer à partir de ce protocole-là des formulaires web automatisés et même qui peuvent être envoyés éventuellement sur les téléphones portables des patients. Ça permet d'utiliser les données existantes du DME, mais de façon locale. Donc, il n'y a pas de données qui sortent, sauf ceux qui seront entrés dans le formulaire de recherche, ceux dont on n'aura pas besoin, ou par exemple pour les patients qui ne seront pas éligibles, bien, ces données-là restent tout le temps dans le DME. Et, important, toutes les données qui seront saisies dans le cadre du formulaire de recherche pourront être retournées dans le DME pour avoir une trace des archives, mais aussi pour contribuer aux soins cliniques de nos patients. Finalement, Transform aura fait la preuve de concept pour l'aide à la décision. Et de la même façon qu'un même protocole peut être déployé partout, je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes dans le réseau qui ont des idées extraordinairement bonnes pour faire de l'aide à la décision, des règles qui seraient très pertinentes, soit de façon très générique, ou des règles qui sont extrêmement pertinentes pour un milieu très précis, et outre les experts de ce domaine-là, on n'est pas capable de les faire correctement. Le système de santé apprenant permet d'utiliser les données au fil de l'eau dans le DME pour faire des suggestions. Et étant donné que le système est assis sur le modèle bleu, qui est encore une fois à gauche,
mais on ne le fait qu'une seule fois et pour passer à l'échelle, c'est beaucoup plus facile. On est capable de le déployer dans les DME qui sont sur la plateforme en fonction, bien évidemment, des données qui seront disponibles. Donc, ça s'intègre bien et non seulement ça, on est capable de contextualiser, bien évidemment, les règles en fonction du pays, de la province, de l'hôpital, parce que ça peut avoir un impact important sur la prévalence de certains diagnostics et donc sur les statistiques qu'on va pouvoir sortir par la suite en termes, par exemple, de valeurs prédictives positives ou négatives. Donc, les avantages de l'approche transforme, qui sont vraiment les SSA en général, les systèmes de santé apprenants, ben, au niveau informatique, comme je le disais, ça donne un passage à l'échelle qui est beaucoup plus facile. Quelqu'un qui déciderait de faire un logiciel de pratique réflexive ou d'aide à la décision, au lieu de devoir l'intégrer directement dans chacun des 7 DME qui sont homologués chez nous et par la suite dans les hôpitaux et par la suite dans les CLSC, pourrait le faire directement sur la plateforme et le passer à l'échelle beaucoup plus rapidement parce que les données nécessaires et les formulaires nécessaires pourraient être générés directement. Donc, l'autre chose aussi qui est très importante, et vous êtes peut-être frotté à cette problématique-là, c'est que ça va minimiser grandement les efforts aux sources. On dit souvent, et moi le premier, je pense, ah, mais le DME ne veut pas m'aider, c'est difficile à les joindre, ils ne veulent pas. Mais en même temps, si on se met dans leurs souliers, ils ont des requêtes de participer dans des projets, d'implanter des formulaires, des nouveaux modules chaque jour. Et ça donne les ressources nécessaires pour répondre à ces demandes-là sont extraordinairement élevées. Ils n'ont souvent pas le temps, c'est des ressources importantes. L'intérêt pour eux avec la plateforme, c'est qu'une fois, ils ont quand même un minimum, quand même un bon lot d'efforts à faire pour se connecter à la plateforme. Ils sont responsables de rester connectés à la plateforme. Néanmoins, une fois qu'ils en font partie, ben, ils peuvent rediriger les demandes des autres intervenants vers un système de santé apprenant pour qu'ils aient accès aux données. Donc, eux, ils n'ont qu'un seul lien à gérer. Finalement, c'est une plateforme qui est neutre, flexible, qui ne fait pas partie d'un système. Vous avez vu le module bleu, c'est facilement utilisable, compréhensible. Et donc, l'idée, c'est de diminuer le coût d'entrée aux gens qui ont des bonnes idées pour pouvoir les déployer dans le réseau, soit au niveau recherche, soit au niveau transfert de connaissances. Au niveau clinique, c'est, je pense, très, très, très important pour la première ligne. Il y a des initiatives super intéressantes comme les réseaux sentinelles qui prennent des données, qui les nettoient selon certains algorithmes et qui vont, par exemple, sortir des patients avec le diabète, des patients avec l'hypertension, syndrome métabolique. Une des problématiques, selon moi, de la première ligne, à travers des discussions que j'ai eues, et je pense que c'est important, c'est que les patients sont très, très, très guéris, rarement noirs ou blancs, et on peut vouloir se poser des questions, par exemple, pas sur les patients qui sont diabétiques, mais qui sont presque, pas sur des patients qui sont hypertendus, mais qui sont presque, puis pas ceux qui sont franchement obèses, mais presque. Lorsqu'on veut avoir des nuances de gris, ça devient très difficile avec les structures centralisées comme Septune, parce que ce n'est pas leur rôle non plus. Ils vont avoir des jeux de données qui vont être très, très, très spécifiques, mais qui n'auront pas toujours la sensibilité ou la flexibilité nécessaire. Donc, la plateforme ici permet de faire des requêtes à la volée aussi délicates, aussi détaillées qu'on le veut. Ça permet aussi, je pense que tout le monde est au courant que ça s'en vient, j'ai dit médecin ici, mais je pense que je devrais vraiment mettre clinicien. On va devoir se comparer, on va devoir comparer comment on gère, entre autres, avec toute la question de choosing wisely, choisir avec soin, avec la question de la rémunération. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'il peut y avoir des profils de pratique qui sont très différents entre cliniques. Et c'est souvent plus pertinent de se comparer à un médecin qui est à 600 km, mais qui a une pratique très similaire à la nôtre en termes de type de patient, en termes de contexte socio-économique, que des fois quelqu'un qui est dans la même clinique que nous. Cette plateforme-là, de façon anonyme, bien évidemment, permet de travailler avec des médecins qui auront des caractéristiques qu'on pourra déterminer afin de vraiment voir si c'est pertinent pour nous. Et comme je le disais, bien, ça permet de travailler avec des données qui sont largement brutes. Finalement, pour les avantages, grandes initiatives, bien, si on parle par exemple du réseau Sentinelle, ils ont le même problème, c'est-à-dire d'aller se connecter au niveau des DME pour avoir accès aux données, et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Même chose pour Compa. En fait, la plateforme permettra à ces grandes initiatives-là de poser des questions. Dans le fond, la plateforme, comme le réseau Sentinelle, pourrait être un utilisateur lui-même, la plateforme, donc pas un humain, mais la plateforme, qui pourra envoyer des requêtes, et lorsqu'il y a un accès, une entente avec certaines cliniques, pour obtenir les données directement des DME plutôt que de devoir passer par la compagnie de
Bien évidemment, on arrive vers la fin de la présentation, donc c'est rien qui est toujours complètement rose. Il y a des défis, mais aussi des opportunités. Il y a plusieurs craintes et je pense que c'est important de les mentionner, c'est important de les mettre sur la table pour pouvoir les gérer au mieux. Entre autres, la question de la propriété des données. Le cadre législatif est clair, mais pas nécessairement adapté à où la société est rendue. Donc, c'est de savoir les données, est-ce que c'est les données du patient, est-ce que c'est les données du médecin, de la clinique, du gouvernement, parce qu'il en finance une bonne partie. Outre la propriété des données, la question qui est probablement la plus pertinente, c'est qui a le contrôle de ces données-là, qui a le contrôle au début dans les DME et qui va avoir le contrôle une fois que ces données-là vont être sorties pour pouvoir dire qui fait quoi. Donc, en termes d'utilisation, bien évidemment, c'est qui, mais dans quel contexte? Est-ce qu'on parle des pharma? Est-ce qu'on parle pour le profit? Est-ce que si c'est un projet de chercheur, mais initié par le chercheur, financé par le pharma? Bref, on voit qu'il y a plusieurs possibilités d'agencement de questions. Et bien évidemment, voir à travers tout ça quelle est la conséquence pour la viabilité du modèle. Des aspects qui ont commencé à être traités par la littérature de l'informatique médicale, mais qui ne sont pas encore complètement, c'est toute la question de la provenance. Lorsqu'on parle d'une feuille de papier sur laquelle un médecin écrit avec le patient devant lui, c'est une chose. Mais maintenant, je pense que vous pouvez voir facilement qu'une donnée peut avoir été écrite dans un DME par quelqu'un, un résident validé par un patron, transmis à la plateforme vers le réseau Sentinelle, qui, lui, va le passer dans un algorithme, va le nettoyer pour avoir au final un résultat. Ça devient extrêmement important dans ce contexte-là de savoir qui a fait quoi, quand, comment et surtout avec quels outils, de façon à être capable d'avoir une traçabilité. Si on pense que d'avoir une traçabilité complète pour le bœuf qu'on mange, c'est quelque chose de prioritaire, je pense que ça devrait l'être pour les données de santé qu'on utilise tous les jours pour prendre des décisions importantes en termes de recherche, mais aussi de soins. Finalement, on parle beaucoup de big data. Je lance un petit pavé dans la mare en disant que parfois, moins de données, plus claires, c'est mieux. C'est vrai que pour plusieurs questions, on est capable de sortir du bruit des choses intéressantes avec les approches big data, mais c'est certainement pas toujours le cas et je pense qu'il faut garder ça en tête. Dans la suite des choses, bien évidemment, on peut faire du phénotypage en se disant on ne va pas prendre juste les codes diagnostiques, mais on va prendre un ensemble de caractéristiques pour définir nos gens. On peut faire la trajectoire de soins, j'y ai fait allusion par la suite et je pense que c'est essentiel d'avoir un système de santé apprenant pour suivre le patient, d'avoir une image complète du patient à travers les différentes étapes du système de santé et à travers ces différentes étapes de vie. Deuxième pavé, je vous promets qu'il y en a juste deux, c'est vraiment l'économie des données de la santé. Le Royaume-Uni a sauté à pieds joints en disant « Venez chez nous, on a des données, venez faire de la business avec nous ». On ne pourra pas en faire l'économie et je pense qu'on est mieux de gérer cette question-là ouvertement, d'en décider, de se donner des balises que de se mettre éventuellement devant un fait accompli. Je vais garder les quelques minutes qu'il me reste, peut-être une ou deux, si Mathieu me laisse la chance, pour vous parler rapidement de l'unité soutien. Donc, il y a vraiment il y a 6 composantes. Je suis directeur adjoint de la composante accès aux données. En fait, on l'a découpé un peu en deux. La première partie, qui est les données médico-administratives, est sous la responsabilité du directeur officiel qui est Alain Vanasse. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait avec la RAMQ et les SQ pour diminuer les délais et les coûts. Je pense que vous voyez aussi ce qui se passe au gouvernement. Il y a un comité qui a été mis sur pied pour faire ça. On est un peu tributaire des résultats de ce comité-là. À court ou moyen terme, on est en train, en fait, et on espère qu'on va être capable d'en passer une partie, parce qu'il y a aussi la CAI qui n'est pas sur la diapo, mais qui pose une série de défis aussi, qui, elle, a son propre cadre législatif, il faut en être conscient. Donc, on va essayer de créer une cohorte qui sera pré-approuvée, un peu comme la cohorte Carthagène, pour que les gens qui veulent faire de la recherche axée sur le patient en première ligne puissent y avoir accès rapidement. À moyen terme, bien évidemment, on essaie tout simplement de décloisonner pour avoir un système d'accès aux données qui se rapproche beaucoup plus de l'Angleterre que ce qu'on a présentement avec des années d'attente pour avoir accès à des données. Donc, ce qu'on veut faire aussi, en attendant, supporter l'utilisateur en essayant d'avoir un répertoire de métadonnées pour au moins savoir qu'est-ce qui est où, d'avoir un répertoire d'algorithmes, on en parlait précédemment, pour sélectionner correctement les cas, avec des idées de la sensibilité et spécificité, donc les statistiques associées, de faire la formation avec les SIX
et de donner des services de consultation pour les chercheurs qui veulent obtenir des octrois, soit en pré-octroi pour bien clarifier les sources de données qui seront utilisées et ou en post-octroi pour aider pour l'analyse de données, particulièrement pour la RAMQ. De mon côté, en fait, ce qu'on va faire, je suis responsable plus de l'accès aux données cliniques en première ligne. On est en train de mettre en place un système de santé apprenant. On se donne vraiment 1 an. Ça va ressembler un petit peu à ça. Donc, les applications pourront avoir accès à la plateforme qu'on va mettre en place. Vous n'avez pas besoin d'être trop dans les détails. Si certains ont des questions, ça me fera plaisir d'aller un petit peu plus avant. Mais ce qu'on veut faire, c'est de minimiser l'arbitraire avec cette question-là, d'avoir un modèle commun, donc le modèle bleu que tout le monde pourra utiliser, d'avoir un projet pilote dans 1 an et finalement d'avoir une plateforme fonctionnelle avec certains DME, bien évidemment, ce ne sera pas les DME de la province en entier dans 2 ans, mais certains DME qui seront pleinement fonctionnels dans 2 ans avec un arrimage aux différents points d'éthique. Je regarde, et puis, midi 41, on a débuté à midi 1, donc c'était le temps qui m'était alloué. Merci, et ça me fera plaisir de prendre les questions, donc je vais repasser la parole à Mathieu. Alors, merci beaucoup, Jean-François, pour cette belle présentation très intéressante. Moi, j'ai quelques questions pour vous, mais on va quand même donner la chance à nos participants de poser leurs questions. Donc, vous pouvez faire ça de 2 façons, comme je vous ai dit au début de la présentation. Vous pouvez cliquer sur l'icône « Levez la main » qui est à gauche de votre tableau de bord. Puis, si vous faites ça, ben, Daniel va vous donner la parole pour poser votre question oralement. Puis sinon, j'ai vu qu'il y avait quelques questions écrites dans la boîte de questions. Donc, je vais essayer de questions à Jean-François. Puis, je vais juste faire un scan rapide pour voir s'il y a quelqu'un qui a leur main levée. Non. Donc, on va aller tout de suite avec les questions dans la boîte de questions. Donc, le premier, c'est plus un commentaire qui vient de Haji Amidou. Qui dit personnellement, les diagnostics que je donne à la RAMQ sont contraints par les diagnostics offerts, ce qui peut fausser les données. Jean-François, est-ce que vous voulez commenter un peu là-dessus? Tout à fait, et c'est un excellent point. C'est pour ça que la plateforme de santé, les systèmes de santé apprenants, donc la plateforme qu'on va mettre en place au niveau de l'unité soutien, va vraiment au niveau des DME et des diagnostics qui sont inscrits dans les DME. Les diagnostics à la RAMQ, je suis entièrement d'accord, et puis moi aussi, les diagnostics, de toute façon, il y a une grande partie qui sont contraintes, en partie dans les ententes et autres. Donc, je suis entièrement d'accord avec ça. Il faut prendre ça avec des pincettes au niveau des diagnostics de la RAMQ. Il y a quand même plusieurs autres choses qui peuvent être intéressantes, ne serait-ce que l'existence de la visite. Il y a certains aussi diagnostics qui ont des sensibilités et des spécificités qui sont différentes. C'est aussi là l'idée d'avoir toute l'idée du registre qu'on va essayer de créer pour le médico-administratif, les métadonnées, et d'avoir une idée des sensibilités, spécificités des différents éléments de données qui seront là. Mais vous avez tout à fait raison, c'est une question comme ça qui justifie le développement du registre et des algorithmes pour avoir une idée des statistiques associées. Merci Jean-François. Puis il y a un suivi à ce commentaire-là, ce qui est allez-vous proposer un dispositif utilisable par les médecins directement? En fait, ça dépend qui on définit par le « vous ». La plateforme en elle-même, ce qui a été décidé avec les différents intervenants, c'est que l'unité soutien focus vraiment sur l'accès aux données. Donc, à ce moment-ci, de la part de l'unité soutien, il n'y a pas de plan pour avoir un outil particulier pour les médecins directement, sauf un outil de requête qui permettrait de effectivement poser des questions par rapport à ses propres données ou même d'autres si on a accès. Donc, il va y avoir un outil de requête, mais ça ne sera pas un outil qui sera particulièrement évolué, qui va faire de l'aide à la décision, des choses comme ça. En fait, ce que nous, on veut faire, c'est s'assurer que les groupes qui ont l'expertise, la volonté et les ressources pour développer ces applications-là aux médecins puissent le faire sans s'empêtrer avec les détails techniques des DME, sans s'empêtrer avec les discussions et les négociations pour avoir aux données. Donc, par exemple, on a parlé du groupe qui fait Reflet, qui fait un travail extraordinaire. Il y a Compa, on a parlé de Cipsum qui fait aussi de la pratique réflexive. Donc, je pense que c'est tous des groupes qui ont des capacités, qui ont des ressources, qui ont de la créativité et des bonnes idées. Et nous, ce qu'on vise à faire, c'est vraiment de les supporter. Donc,
Si le vous, c'est l'unité soutien, non, peut-être sauf un atelier pour extraire des données de façon très brute. Si on dit vous comme l'écosystème autour du système de santé apprenant, tout à fait, ça en fait partie. Et super. Puis, voici une autre question de la part d'Alain Boulet. Puis, je pense que vous avez quand même un peu touché là-dessus, mais juste pour clarifier encore une fois. Donc, c'est par rapport à la plateforme de où. Est-ce que la plateforme est en conception? Est-ce qu'elle est en place? Peut-être parler un peu de où vous en êtes dans le développement de la plateforme, puis qui seraient les personnes responsables de la plateforme. Tout à fait. La plateforme donc est créée à travers l'unité soutien. On peut dire qu'elle est en conception, mais elle est en conception à partir de la plateforme qui aurait été développée dans le projet Transform. Donc, je ne dirais pas que la plateforme est en conception parce que la conception a déjà été faite. Avec Transform, ça a été plus qu'une preuve de concept. En fait, ça a vraiment été un prototype. Entre autres, on a déployé un essai randomisé dans 4 pays à travers 5 DME différents, 3 langues différentes pour recruter des patients pour un protocole de recherche tout à fait pertinent qui était la comparaison des inhibiteurs de pompe à protons en prise continue versus à la demande pour les patients qui ont du reflux. On a démontré une diminution des coûts de recrutement, une augmentation de la rapidité. Donc, le prototype est fait. Néanmoins, bien évidemment, il y a une adaptation à faire au Québec. Et une fois qu'on a commencé à discuter avec les différents intervenants, entre autres au ministère, avec les gens nos collègues de l'INES, les collègues dans les différents rappels, il y a plus de fonctionnalités qui sont apparues. Les gens voulaient plus de choses. Donc, il y a aussi cette partie-là, il y a différentes fonctionnalités ad hoc qu'on est en train, oui, effectivement, de concevoir, mais la plateforme est beaucoup plus en adaptation. On parle, comme je disais, d'un délai d'environ 1 an pour avoir une plateforme prototypale au Québec qui va permettre de faire des recherches avec, par contre, un groupe de pratique qui va être restreint. Donc, effectivement, je suis en train de faire une tournée, je vois la question de Mme Miller par la suite, je suis en train de faire une tournée des différents groupes pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés à faire partie de cette première vague-là. Et il va y avoir probablement aussi une application cible pour déployer après la première année. On vise à 2 ans à avoir une plateforme qui va être fonctionnelle avec les DME, avec les cliniques qui auront bien voulu embarquer à ce moment-là, faire en sorte qu'il y ait une adoption plus large par la suite. En termes de responsabilité, présentement, si on parle d'organisation, c'est l'unité soutien. Si on parle de personnes, c'est moi avec un groupe bien évidemment élargi, il y a une table technologique, il y a une table pour l'utilisation des données secondaires aussi, et ça fait partie donc de l'unité soutien. Il y a des questions de pérennisation, je pense que peut-être que je peux lire ça en sous-texte, et c'est des questions qui sont extrêmement pertinentes. Donc, l'idée, ça va être de voir comment on peut pérenniser, mais il faut pérenniser, trouver un moyen de pérenniser l'unité soutien. Donc, la vision qu'il y a, c'est que ça reste une plateforme qui va être neutre, dans un organisme neutre, et probablement soutien pour les années à venir, l'organisation qui reprendra soutien par la suite, ou si soutien sera refinancé, il faudra voir. Mais dans les années à venir, ça va vraiment être la composante accès aux données de l'unité soutien. Okay, j'espère que ça répond. Oui, je pense que oui, c'est très clair. Puis donc là, vous avez vu la question de Shandy Miller de l'équipe de Ginny Haggerty. Donc, dans le fond, vous faites votre tournée. Puis, quelle est la réaction quand vous parlez de vos plans? Quelle est la réaction des cliniciens dans les GMF, l'UMF? Quelles sont leurs questions qu'ils vous posent? C'est une excellente question, puis on a vu qu'en fait, il y avait beaucoup de variabilité quant au niveau d'implantation des DME, et ça, dans le fond, c'était associé largement aux questions qui m'étaient posées. Pour l'instant, je vois le rappel Laval, en fait, juste après vous. J'ai vu Sherbrooke, j'ai vu aussi plusieurs DME à la pièce parce qu'il y a des gens qui m'ont spontanément contacté pour poser des questions. Il y a beaucoup d'enthousiasme. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, au niveau des GMF, des UMF ou des cliniques elles-mêmes, il n'y a pas tant d'intervention parce que si on regarde vraiment, c'est d'aller au niveau du cœur du DME pour aller se connecter là pour avoir accès aux données. Bien évidemment, ce qui va être important au niveau des cliniques à la connexion, c'est qu'on sait très bien qu'un champ qui est marqué « non », ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des noms qui vont être inscrits. Les étiquettes des champs sont souvent perverties au niveau de la clinique, au niveau d'utilisation quotidienne, et c'est très correct comme ça. Malheureusement, souvent, parce qu'il y a un déficit au niveau de la conception du logiciel, on a besoin de mettre quelque chose, puis on le met là. Même si c'était supposé être un nom, on décide de mettre autre chose. Donc, l'idée, ça va être de travailler avec des champions dans les GMF pour s'assurer que l'utilisation qui est faite localement
reflète bien celle qui était prévue par les concepteurs. Et si ce n'est pas le cas, de faire un ajustement au niveau des liens entre le modèle en bleu qu'on voyait pour les pointer vers, bien évidemment, les bonnes pièces d'information. C'est vraiment ce qu'on vise à ce moment-ci. On a déjà plusieurs cliniques, je vous dirais, pas mal, même dès maintenant, puis il faudra voir par la suite, parce que l'idée, c'est vraiment pas d'embarquer tout le monde en même temps. Moi, je suis très en faveur des approches pas de bébé. Donc, on s'assure qu'on fait bien, on s'assure qu'on brûle personne. La dernière chose qu'on veut faire, c'est perdre du temps aux gens. Pour que par la suite, lorsqu'on déploie, bien, ça aille rapidement. Il y a quand même des avantages, bien évidemment, à aller dans la première vague, et c'est pour ça qu'on cherche des collaborateurs qui veulent embarquer, qui sont conscients des défis, parce que ben, ça va être les premiers à être sur la plateforme une fois que ça va fonctionner, et les premiers qui pourront avoir accès aux différentes fonctionnalités. OK, super. Je pense que je vais poser ma question maintenant. Puis peut-être que vous pouvez juste parce que moi, je ne suis pas ce sujet-là de façon très très proche, mais le Québec a eu une réputation pour être un peu en retard pour l'utilisation puis l'implantation des DME à travers le Canada puis ailleurs dans le monde. Donc, où est-ce qu'on en est maintenant dans l'utilisation ou l'implantation des DME dans les soins de première ligne? Puis donc, je pense que je vais vous laisser répondre à cette première question, puis j'ai un suivi de questions après. Parfait. En fait, c'est une très bonne question. C'est une question à laquelle, par contre, il est relativement difficile de répondre. On voit beaucoup de statistiques qui se promènent d'un côté et de l'autre, et souvent, la question qui va être demandée, c'est « Utilisez-vous votre DME? » On sait très bien qu'il y a des gens qui utilisent le DME pour booker des rendez-vous cliniques. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on entend par utilisation de DME? Pas nécessairement, mais on n'a quand même pas tant de données que ça qui nous permettent d'aller dans le détail d'utilisation. Marie-Thérèse aussi a fait un sondage qui a été très intéressant au niveau des rappels, mais même à ça, ça rend dans le fond la chose difficile parce qu'on n'a pas tant une définition claire de ce qu'on entend par utiliser le DME. Est-ce que c'est pour 85% des patients? Est-ce que c'est en fonction du type d'activité? Est-ce qu'il y a certains types d'informations qui sont plus importants que d'autres? Est-ce que ça implique d'utiliser un prescripteur électronique? Ce qu'il faut voir, c'est que je pense qu'il y a une partie de ça qui est un peu l'œuf ou la poule parce que le DME en tant que tel a des avantages, mais peut-être pas autant qu'on voudrait. Et l'impact va se faire sentir lorsqu'on va vraiment avoir un écosystème. Je travaille présentement, entre autres, avec l'équipe du dossier Santé Québec pour essayer d'animer un petit peu tout ça, pour faire en sorte que les informations sont saisies une seule fois, facilement accessibles, peu importe la plateforme. Et je suis convaincu qu'une fois qu'on aura accès à toutes ces informations-là, on va être capable de donner beaucoup plus de fonctionnalités bonifiées pour la clinique locale au quotidien des médecins, et ça fera en sorte que l'utilisation des DME sera plus élevée. Quant à l'autre bout de la question qui est comment on se compare, en fait, quand on se compare, on se console, il y a un grand bout du retard qui a été rattrapé. Il y a une partie du retard aussi qui s'explique, et ça, il faut en être conscient, parce qu'on n'a pas de tarification de l'activité au Québec. Ça a été le cas largement aux États-Unis avec les hôpitaux, c'est l'espèce d'esprit qui s'est transmis en première ligne aussi. Ça a été la même chose en France, ça l'est présentement à tout le moins, ça l'est largement en Angleterre. Donc, c'est sûr et certain que lorsqu'il y a un aspect financier clair qui est attaché, ben, on a plus de résultats. Puis je pense qu'on l'a vu avec le programme qui a été mis en place entre le gouvernement et la FMOQ récemment. Ben, dans les dernières années, je devrais dire. OK, super. Donc, juste mon suivi, puis j'aimerais que vous gardiez votre réponse assez courte, mais c'est un des avantages de collaborer avec un réseau Sentinelle comme CIPSIN, par exemple, c'est on a accès à des données qui sont vraiment pan-canadiennes. Donc, tu sais, la plateforme, est-ce que ça va nous permettre de faire des liens avec qu'est-ce qui se passe dans d'autres provinces? Là, on va pouvoir avoir des questions de recherche qui touchent vraiment le Québec, mais est-ce qu'on va pouvoir faire des projets qui vont nous permettre de se comparer contre d'autres provinces aussi? Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ces initiatives mais ont des problèmes de ressources importantes. C'est le cas présentement avec Sentinelle, je trouve ça tout à fait malheureux. Et il y a une partie de ça qui vient que ça prend énormément de ressources pour être capable de se connecter, d'avoir accès aux données avant même de faire quoi que ce soit. Donc,
oui, la plateforme va permettre en fait aux initiatives pan-canadiennes de venir beaucoup plus facilement se connecter au Québec, de permettre à nos médecins, à nos chercheurs de participer aux initiatives pan-canadiennes. Puis un des bons exemples de ça, c'est que je fais partie, je suis le lead technologique pour le STORE, le réseau SRAP pour le diabète et ses complications. Et on compte tout à fait utiliser en fait une approche similaire avec les modèles pour unifier les données au Canada. Et bien évidemment, on est convaincu que la plateforme qu'on développe au Québec va être un point d'entrée extraordinaire pour pouvoir collaborer avec le reste du Canada. De la même façon, au niveau des données médico-électroniques, une initiative dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Priden, qui est une initiative pan-canadienne pour être capable d'avoir des données comparables au niveau médico-administratif, qui elle aussi va utiliser une approche similaire. Donc, je pense que ça va nous permettre de la composante accès aux données sont en train de nous positionner de façon très favorable au niveau du Canada et surtout de permettre à nos chercheurs de se comparer, de collaborer et d'avoir des réponses qui vont être beaucoup plus signifiantes. C'est vraiment super, c'est super intéressant. Bon, merci beaucoup pour votre présentation, Jean-François. Donc, on va juste finir par quelques petites informations. Donc, je peux vous informer que le prochain webinaire va avoir lieu en septembre. Donc, on prend une petite pause pour l'été. Mais il ne faut pas oublier que la journée scientifique du réseau 1 va avoir lieu au mois de juin, le 17 juin, à Sherbrooke. Donc, on vous encourage à s'inscrire pour la journée puis de participer à cette belle activité-là. Puis, je peux aussi vous dire que le thème de la journée scientifique touche les systèmes apprenants puis la pratique réflexive. Donc, c'est deux thèmes importants qui seront couverts, donc très en lien avec la présentation aujourd'hui. Puis, ils seront abordés d'une façon importante à la journée scientifique également. Puis il y aurait peut-être possibilité, le webinaire de septembre était supposé de porter sur l'appel à projet du réseau 1. Donc, mais on va peut-être changer ça. Il va peut-être avoir un webinaire un peu introduit au cours de l'été. On va vous tenir au courant de ça. Peut-être qu'il va avoir lieu au mois de juillet, peut-être au mois d'août. Donc, on vous tient au courant pour l'appel de projet qui serait annoncé lors de la journée scientifique. Puis, on vous encourage, comme d'habitude, de devenir membre si vous n'êtes pas déjà membre du réseau 1. Puis, si vous avez des questions ou si vous avez des propositions pour des webinaires à partir de septembre, envoyez-nous vos idées. On est toujours prêt à les recevoir. Puis, ça pourrait vous donner une belle plateforme pour présenter vos projets, présenter vos innovations dans vos services. Donc, ça met fin à cet webinaire, le dernier webinaire de printemps. Donc, merci beaucoup de participer. Merci encore une fois à Jean-François. Puis à la prochaine. Merci beaucoup.